On RH par Altea et le Lab RH. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur On RH, cette nouvelle émission web radio proposée par Altea et le Lab RH. Dans la première partie de l'émission, nous avions évoqué les usages des chatbots RH en compagnie de nos invités. Et dans cette deuxième partie, nous avons décidé de rentrer vraiment dans le concret, dans des vrais retours d'expérience de mise en œuvre de chatbots RH, toujours en compagnie de nos invités, Margot. Oui, et nous avons à nos côtés du coup Salim Jernit qui est cofondateur de la start-up Clévy, également Gaëtan Carverne qui est directeur au sein du centre interministériel des services informatiques relatifs aux ressources humaines. Et voilà, et si vous avez loupé la première partie, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien YouTube qui se trouve juste en dessous pour redécouvrir cette première partie fort intéressante avec nos invités. Et on va commencer tout de suite avec vous, Gaëtan. Alors Rebecca, c'est le petit nom de votre chatbot RH. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert ce chatbot? Je rappelle que c'est un chatbot qui est créé dans une sphère publique à destination plutôt des gestionnaires RH. Tout à fait. Alors ça c'est un point important, c'est que c'est lié à des professionnels de la RH, c'est pas ouvert à l'ensemble des agents. Donc ça c'est un point important. L'idée c'était qu'il y a une complexité importante de la réglementation dans la fonction publique d'État, à hauteur de 15 000 règles RH ont été modélisées, ce qui semble assez hallucinant quand même quand on regarde le nombre. Quand on pose le nombre, il y a 3 millions, il y a 3,5 millions de... 3,5 millions de fonctionnaires, il y a 15 000 règles. Donc effectivement, 15 000 règles. On va faire le ratio pour voir combien de règles par fonctionnaire. Et donc, quand on est gestionnaire, connaître ces 15 000 règles, c'est complexe. Donc l'idée, c'était, la problématique qu'on avait, c'était comment mettre à disposition de manière simple et fluide ces 15 000 règles pour que les gestionnaires ne soient pas perdus et que la qualité des données, que le respect de la réglementation soit réalisé, soit fait. Et donc on s'est tourné vers ces technologies de chatbot qui répondaient à notre sens à cette problématique de mise à disposition fluide, simple de ces règles de gestion RH. La structuration, on l'avait déjà établie, ces 15 000 règles, donc ça nous a permis de faire un projet très très court et très très simple. Donc ça c'est un point vraiment très important. En général dans la fonction publique on fait des projets très très longs. Et la technologie est peut-être déjà has-been quand on met le projet en production. Là, l'idée, c'était qu'on fasse quelque chose de très ramassé en 6 mois pour qu'on mette à disposition le plus rapidement possible le contenu qu'on avait déjà. Donc voilà. On a débuté le projet au mois de juin l'année dernière et on a mis en production Rebecca au mois de décembre, donc décembre 2017. Et donc on a un recul qui est quand même assez léger, de 2 mois. Néanmoins, on s'aperçoit d'ores et déjà que le chatbot plaît, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de connexions, c'est-à-dire que ça attire. Ouais. C'est quelque chose qui attire. Alors après, est-ce que les réponses sont bonnes, etc., c'est un autre sujet, mais en tout cas, ça attire et les gens ont tendance à aller sur cet assistant et lui pose des questions. Lui pose des questions métier et dans ce cas-là, on a des retours assez positifs sur la structuration qui a été faite, c'est-à-dire à la fois les règles de gestion simplifié, modélisé, voilà, je suis en congé maladie, quels sont les droits des agents en congé maladie. Et vous avez, ce qu'on a rajouté, ce qui plaît beaucoup également, c'est qu'on a rajouté un lien vers le mode opératoire de saisie dans le CRH, c'est-à-dire que vous vérifiez la réglementation et dans un deuxième temps, vous avez la mode de la saisie, comment se fait la saisie dans votre SIRH. Vous accompagnez le changement notamment par des questions-réponses, mais également par des liens vers des modes opératoires. Par du contenu. Et ça plaît beaucoup, cette structuration avec l'enchaînement des deux plaît beaucoup. Néanmoins, on a aussi quelques ajustements à réaliser, c'est-à-dire qu'on a tendance à poser n'importe quelle question au chatbot. C'est-à-dire que quand on peut poser une question à quelqu'un, en général... Ça teste un peu. Et voilà. Il teste un peu, voilà. Est-ce qu'il va faire beau demain, tout ça. Exactement. Après, la curiosité fait on a envie de voir comment Rebecca répond, quoi. Ça doit être ça. C'est exactement ça. Donc ça, c'est le deuxième point. Mais en tout cas, on a des premiers retours intéressants et ça, c'est quand même déjà positif. Les gens s'y connectent, les gens continuent à s'y connecter et on voit que la valeur est là. D'accord. Très bien. Salim, vous, est-ce que vous avez des retours d'expérience? Je sais que vous travaillez pour de grandes entreprises en ce moment. Oui. Comment ça? Alors, est-ce que vous pouvez nous révéler le nom de celle-ci et quels sont les retours d'expérience par rapport à ces nouveaux usages? On travaille pour des grandes entreprises et on travaille aussi pour le service public d'ailleurs. On travaille pour la métropole d'Orléans, on travaille avec l'Agence nationale de l'habitat, avec Sanofi, le groupe Roche, Danone. Danone, oui. Un peu de tout. D'accord.
On a des retours qui sont très positifs. On vient en plus de lancer une nouvelle version de notre produit qui plaît beaucoup. Pas mal d'utilisation, des bons taux de performance. Sur notre premier client historique, on a à peu près 75% de performance. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle une performance? 75% des questions qui sont posées au chatbot ont une réponse automatique. D'accord. Les 25% qui restent ont une réponse parce que personne se retrouve sans réponse chez Clévy. Mais ça peut être différé. Voilà, en gros, quand vous posez une question au chatbot et qu'il n'a pas la réponse, cette question en attente de traitement va arriver dans un back-office, une personne va la traiter et ça va avoir deux impacts. Ça va l'apprendre au chatbot et ça va envoyer la réponse par mail à la personne qui l'attend. Mais du coup, 75% de performance, à peu près 500 mails évités par mois, il y a des bons retours. En ce qui concerne les usages, et là je vais rejoindre ce que vous venez de dire, le chatbot c'est un nouvel outil et du coup le chatbot nécessite aussi de la conduite du changement et de la communication. Il y a des manières d'utiliser un chatbot, il y a des manières de poser une question à un chatbot. Pour qu'un chatbot soit performant, il y a quelques règles mais qui sont extrêmement importantes mais très simples, du coup on peut les communiquer. Allons-y. La première règle, un chatbot est performant s'il est sur un périmètre restreint. C'est une règle. Il ne faut pas être trop ambitieux tout de suite. Il ne faut pas être trop ambitieux sur un chatbot. Vous pouvez décliner différents chatbots sur différents cas d'usage. Par contre, essayer de faire un chatbot qui couvre trop de cas d'usage, c'est très dangereux. Il y a une entreprise qui a essayé de le faire, c'est Microsoft. Ça s'appelait Taille, elle est devenue raciste au bout de 3 jours. Ouais. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut faire un chatbot sur la RH, mais on va pas faire un chatbot sur toute l'entreprise, le service commercial, le marketing, tout d'un coup. Exactement. D'accord. Pour plusieurs raisons, je ne vais pas toutes les citer, mais en tout cas, c'est important. Une de ces raisons, c'est quoi? C'est que, donc c'est ma deuxième règle qui est liée, un chatbot est performant si vos utilisateurs finaux savent exactement sur quel périmètre le chatbot porte. Et en fait, il faut mettre en vision et paralléliser ces deux règles. Parce que s'ils ne savent pas exactement sur quel périmètre ils peuvent poser des questions, hors périmètre, à chaque fois, le chatbot va leur dire « je suis désolé, j'ai pas la réponse ». Et c'est déceptif. Alors qu'en fait, c'est juste pas son rôle de répondre à ce genre de questions. Donc bien cadrer le projet et bien communiquer le périmètre à l'ensemble des end-users pour qu'il n'y ait pas de déception derrière. Et bien communiquer aux utilisateurs que la vocation de ce chatbot, c'est de répondre juste aux questions RH pour les responsabiliser et pour pas faire porter sur les personnes qui ont fait le projet le fait qu'ils ne répondent pas à une question qui est comment je fais une caipirinha par exemple. C'est facile, on prend un peu de citron et... Non pardon, je crois que c'était pour... La loi E20 elle s'applique Là j'ai pas donné de marque. Et du coup la troisième règle c'est poser des questions, en tout cas moi ça me concerne surtout parce que je fais des algorithmes de compréhension du langage naturel, poser des questions simples et générales. Pourquoi? Parce que si vous essayez de poser des formulations trop complexes, salut le chatbot, je m'appelle Salim, je me suis cassé le pied ce matin, en plus il y a une grosse crue à Paris d'ailleurs, comment je prends mes congés, vous allez créer du bruit pour les algorithmes, trop d'éléments qui vont masquer la partie importante de la phrase. Et du coup nous à chaque fois qu'on met un chatbot en place chez une organisation, quand on leur donne la plateforme, il y a toute une phase d'accompagnement qui dure 3 semaines, ça prend à peu près 3 semaines de créer un chatbot via notre outil, où on fait aussi un plan de communication qui est assez limité parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles, mais en tout cas qui est extrêmement important, qui est clair et qui est clé pour la bonne utilisation de l'outil. Ok, c'est clair. Et justement, avec toutes ces problématiques que vous évoquez, Salim, il y a au moins une problématique que sans doute pas mal de décideurs RH se posent, c'est de savoir finalement si les chatbots RH, quelque part, vont pas déshumaniser un petit peu la fonction RH. Qu'est-ce que vous pensez du coup de cette affirmation? J'en pense qu'on m'a déjà beaucoup posé la question. Avec certains clients. Oui, ça doit être un élément clé avec les DRH, de dire à ce moment donné... Est-ce que c'est un élément en fait remplacer mes RH par des robots quoi. Exactement, c'est un élément à deux égards parce que déjà on est en France et la France a particulièrement peur de l'innovation et de l'intelligence artificielle alors de moins en moins quand même, on va voir au CES une énorme délégation et les choses sont encore en train de changer. Vous êtes à Station F donc ça c'est la petite élite des startups françaises. Quand on discute avec des grands groupes et avec la communauté RH française, c'est un petit peu différent. Et en plus de ça, les ressources humaines c'est clé. Dans ressources humaines il y a humaine et du coup on en a d'autant plus peur de cette robotisation parce qu'on a peur de perdre un peu du lien avec l'humain. Moi ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que ça fait des années que le RH, pour plein de raisons, je ne vais pas toutes les citer, mais a de moins en moins de moyens et de plus en plus de travail.
Pourquoi ? Parce que la paye est passée sur du SIRH. Le SIRH, c'est un outil et du coup, les budgets sont passés de du RH à la DSI. Et on a considéré qu'on automatisait de plus en plus son travail et du coup qu'il avait besoin de moins en moins de budget. Et en plus, c'est considéré comme un poste de coût et pas comme un poste de revenu, alors que l'humain est générateur de valeur dans l'entreprise. Et les postes de coût, on sait que les grosses entreprises ont tendance à plus simplement couper leur budget qu'aux autres. Et du coup, aujourd'hui, les RH doivent, avec et je parle des entités ressources humaines dans les organisations, doivent, avec des ressources de plus en plus limitées, faire de plus en plus de choses. Par exemple, nos outils permettent d'automatiser la réponse à toutes les questions récurrentes qui sont à très faible valeur ajoutée, parce que les assistantes des fonctions support, elles passent leur journée, on a fait des études, elles passent plus de 25% de leur temps à répondre toujours les mêmes réponses à ces questions. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ? Une fois qu'elles ont un mail avec une question, elles vont aller dans leur boîte mail, rechercher la même question, copier-coller la réponse et l'envoyer aux utilisateurs. Ça n'a aucune valeur ajoutée. Nous, ce qu'on pense, c'est que ce genre de technologie, qui permettent de simplifier l'accès à l'information et d'automatiser ces actions à faible valeur ajoutée, leur permettent de récupérer plus de temps sur des actions à plus forte valeur ajoutée. Dans le cas de la RH, c'est d'aller sur le terrain, de faire leur mission de conseil auprès des gens et de traiter les cas qui sont un petit peu plus complexes. Tout ça pour dire que c'est des technologies, pour moi, qui peuvent réhumaniser la fonction RH. Cependant, dans les années à venir, la technologie avance de plus en plus vite. Oui, il faut veiller à ce que justement ça ne déshumanise pas à terme. Exactement. Restons, et c'est notre responsabilité collective de rester extrêmement vigilants sur le nombre, sur tout ce qu'a à faire la RH, la partie qu'on va essayer d'automatiser, parce que finalement, un jour, on sait que tout sera automatisable. On va en parler dans la dernière partie de l'émission, Selim. Juste avant ça, nous avons interviewé Jean Pralon, qui est directeur du centre de recherche du Lab RH, et on l'a interrogé sur ce sujet précis. Quelle est selon lui la perception des utilisateurs d'une entreprise lorsqu'ils utilisent un chatbot RH ? Écoutez. À traiter les 80% de problèmes récurrents. Et donc si ça évite de transformer le bureau du RH en guichet à répondre où est-ce que je clique pour poser mes congés, où est-ce que je clique pour avoir accès à tel ou tel service, et si ça permet à ce RH de consacrer son temps à du sur-mesure, à rencontrer les gens, à faire un vrai travail de proximité, alors ça peut tout à fait faire ça. Les deux bémols, c'est que d'abord évidemment les collaborateurs qui viennent voir le RH de proximité pour demander comment on pose ses congés, ils en profitent pour parler un peu d'autre chose. Donc c'est une façon de créer le contact. Donc il faut que le RH comprenne qu'il faut qu'il sorte de son bureau. S'il y a un bot le remplace sur le banal, il faut que lui sorte de son bureau et aille voir les gens. C'est remplacer des problèmes banals et récurrents par des outils qui sont automatiques, qui répondent automatiquement pour laisser le temps à des équipes RH de faire leur vrai métier. Gaëtan, est-ce que vous avez un point de vue sur la manière dont, sur le point de vue par rapport à ce que vient de dire Jean et la manière dont c'est perçu ce chatbot chez vous ? Quand on l'a présenté la première fois, moi je suis à 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que et c'est le retour des utilisateurs aussi. Les gestionnaires, c'est une grande famille, ils sont nombreux. Il y a des gestionnaires de premier niveau, il y a un turnover qui est quand même assez important dans ces fonctions. Et comme je dis, il y a un grand nombre de règles dans la fonction publique. Donc l'avantage du chatbot, c'est que ça vous permet d'avoir une réponse à des questions de premier niveau. Et ça, c'est quand même, ça désengorge toute une communication qu'il y a entre les gestionnaires clés et les gestionnaires entre guillemets de premier niveau, en tout cas qui ont moins d'expérience. Et vous pouvez vous concentrer sur les sujets qui posent vraiment question, ou ses limites, ou des cas limites, ou des cas un peu complexes. Et je pense que justement, de ne pas perdre de temps sur des choses qui sont simples, ça vous libère du temps sur des choses qui sont plus complexes. Et les rapports que vous avez avec votre hiérarchie, avec le gestionnaire référent, sont de meilleure qualité. Donc, et c'est perçu comment par les gestionnaires? Les gestionnaires, ils disent voilà, moi aujourd'hui j'ai beaucoup d'arrivées, j'ai beaucoup de gestionnaires qui sont nouveaux, le chatbot va leur permettre de monter en compétences et j'aurais pas à le faire. Donc plutôt bien perçu. Mais à 100%. C'est-à-dire que ça va leur libérer du temps, c'est-à-dire et puis ils pourront se concentrer sur les choses à plus forte valeur ajoutée, exactement ce qui s'est dit là. Donc c'est vraiment, même pour des gens qui sont le terrain qui n'ont pas l'habitude forcément des nouvelles technologies, etc. Et qui pourraient se dire tiens, on va m'enlever mon poste ou etc. C'est pas perçu comme ça du tout, en tout cas en premier abord, c'est perçu comme ça va me faciliter la vie. C'est vraiment ça Vous êtes d'accord, hein, je suis totalement d'accord. On a l'impression que les RH et les gestionnaires vont tout arrêter dans le bloc en se disant on va remplacer notre travail. En fait, c'est les premiers promoteurs de ce genre de solutions dans les entreprises. Okay. Merci.
Merci à tous les deux pour cet éclairage du coup sur la valeur ajoutée de l'utilisation des chatbots RH au sein des entreprises. C'est fini pour cette deuxième partie. Mais ça continue. Ça continue pour ceux qui absolument. veulent découvrir en intégralité l'émission, comment on fait, Margot? C'est simple, il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube en RH et de découvrir dès à présent la suite sur les limites et les enjeux en fait de l'utilisation des chatbots RH. Il y a même un petit clic qu'on peut faire juste en dessous et vous pouvez découvrir tout de suite l'intégralité de l'émission. A tout de suite pour la suite de On RH.